attaquer le dernier chapitre de cette journée des innovations. Je vois Xavier Nagevender qui vient nous rejoindre. Le dernier chapitre, c'est l'éclairage de la commande publique. Vous avez commencé à aborder la question, Valérie, vous l'aurez compris tout au long de cette journée. La filière met en place des éléments pour agir et agir efficacement sur ces chantiers, mais reste encore aux décideurs, finalement, à inclure ces bonnes pratiques dans les commandes. Pour ce qui n'est pas encore là, évidemment, il y a la norme qui peut aider. Comment y parvenir? Vous allez voir que, forte de son expérience, la FNTP a établi, vous l'avez dit, un référentiel et elle a aussi mis au point un logiciel pour permettre aux collectivités d'avoir justement les éléments qui leur manquent et des éléments comparatifs en tenant compte non plus seulement du prix, mais aussi de la question des émissions. Je me tais, on regarde et on revient tout de suite. Dans le cadre de ses engagements en matière de décarbonation de la filière, la Fédération nationale des travaux publics a conçu un référentiel d'analyse des principaux matériaux utilisés dans la construction d'infrastructures. Il s'agit du béton conventionnel, du ciment, de l'acier, des enrobés contenant du bitume, de la chaux, de l'aluminium, des granulats. Pour comprendre, prenons l'exemple de la chaux. Tout d'abord est détaillé le processus de fabrication depuis l'extraction de la matière première jusqu'aux différents usages dans les TP. Il est complété d'une analyse environnementale qui donne le poids carbone du matériau, explique les leviers éventuels de décarbonation, de la fabrication jusqu'aux variantes environnementales dont l'intérêt est expliqué. Enfin, parce que dans une économie mondialisée, l'aspect géostratégique des matériaux est essentiel, le référentiel dessine le parcours de la matière sur la planète et met en lumière les dépendances stratégiques de la France vis-à-vis de certaines matières premières. Cet outil numérique va permettre d'éclairer les opérateurs de la commande publique sur les différents paramètres à prendre en compte dans le choix responsable d'un matériau par rapport à un autre. Rappelons que les matériaux représentent près de 60% des émissions de carbone de l'acte de construire dans les TP. Et pour aller encore plus loin en matière de décarbonation, le référentiel se complète d'un autre outil, SEV-TP, le système d'éco-comparaison des variantes environnementales des travaux publics largement utilisé sur le terrain. Ici, à Roissy, la Voie Novembre est en pleine réfection. Ce chantier fait partie d'une série de travaux de rénovation des pistes qu'Aéroports de Paris mène depuis 3 ans avec une forte ambition environnementale. Mais comment pousser les entreprises qui font ces travaux à proposer des solutions plus vertueuses dans leur réponse aux appels d'offres et surtout, comment les évaluer et les comparer? Pour ADP, la solution tient dans l'utilisation de l'éco-comparateur SEV. Vous voyez, tous les projets qui sont ici, c'est des projets qu'on a conçus avec SEV, donc depuis 2021-22. On a quand même pas mal utilisé l'outil en 3 ans. On arrive vraiment à quantifier et c'est ça la plus-value de SEV pour nous, c'est qu'on a des valeurs numériques qui nous permettent de noter les offres. Et donc on a un outil qui est reconnu et qui est fiable pour tout le monde. Pour ce chantier de la Voie Novembre, par exemple, il a été choisi de réaliser une chaussée composite et les engins roulent au biocarburant. Résultat, 30% d'émissions de CO2 en moins à coût constant. Ça nous pousse, nous, à expérimenter de nouvelles solutions, puisqu'aujourd'hui, on arrive à proposer des choses qu'on ne faisait pas avant et à les vendre, entre guillemets, à nos maîtres d'ouvrage internes, en leur disant c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de retour d'expérience. En revanche, on sait vous dire que ça fera économiser 50 000 tonnes de CO2. Et donc ça, nécessairement, c'est un argument de poids pour notre gouvernance. Le logiciel SEV est élaboré par l'ensemble des acteurs de la profession. Conçu à l'origine pour l'industrie routière, il a été développé pour répondre aux besoins de tous les métiers des travaux publics, soit aux 17 métiers d'expertise de la filière. Là, l'idée, c'est d'avoir effectivement un outil commun. On parle le même langage, on travaille sur les mêmes bases et on peut se faire confiance parce que j'ai une boîte transparente, fiable et on peut contrôler, vérifier de façon à ressortir la solution, la variante, la meilleure, la moins impactante qui va faire en sorte que notre planète souffre un petit peu moins. Le groupe SAD utilisait jusque-là son propre éco-comparateur. Il s'apprête à passer sur SEV pour intégrer cet écosystème entreprise donneur d'ordre basé sur la confiance. Nos offres vont être regardées sans a priori. Demain, quand on va proposer par exemple une offre de travaux sans tranchée, ce résultat va être transcrit dans SEV et on sait que le maître d'ouvrage et maître d'œuvre vont avoir confiance sur le fait que cette solution effectivement est meilleure. L'outil SEV nous donne cette information et nous donne la confiance qu'on peut y aller.
Au Conseil général de la Haute-Garonne, cela fait un moment déjà que les appels d'offres sont émis avec le souci de la décarbonation. Le service des routes épluche actuellement les réponses au marché de renouvellement d'enrobés. 3 lots pour 60 millions d'euros avec un critère environnemental à 30% et l'assurance de choisir les entreprises avec des critères objectifs grâce à SEV. On nous a proposé des solutions innovantes avec par exemple l'introduction systématique de liants biosourcés dans toutes les formules d'enrobés. Ça nous permet effectivement de comparer que ce n'est pas que de greenwashing, de fiabiliser, d'argumenter et d'être sûr des résultats qui nous sont donnés. Grâce à l'utilisation du logiciel SEV, ce sont près de 600 tonnes de CO2 qui seront économisées sur ce marché. Toute commande publique confondue, toute collectivité confondue, fait vivre à raison de 70% l'économie du pays. Donc c'est un élément extrêmement important d'exemple et de levier pour promouvoir les achats raisonnés dans plusieurs domaines. Il faut qu'on prenne, y compris dans ce domaine professionnel, un tournant qui tienne compte des réchauffements climatiques et qui fasse que on ait une application d'infrastructure qui intègre un peu plus de végétal, un peu moins de chaleur, parce que de toute façon, des routes, on en aura toujours besoin. SEV fait partie de ces initiatives collaboratives qui allient secteur public et privé et qui participent à la décarbonation de l'acte de construire dans les travaux publics. Et pour revenir justement plus en détail sur les actions engagées par la FNTP, ce référentiel et aussi ce logiciel SEVTP, à mes côtés évidemment Valérie David, directrice de la transition écologique à la FNTP, et Xavier Neuschwander qui nous a rejoint, président de la commission technique et innovation à la FNTP. Je vais peut-être d'abord commencer par vous, Xavier. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ce référentiel et ce logiciel? À quoi est-ce qu'ils vont véritablement servir? Alors pour répondre à cette question, je vais être obligé d'être un petit peu lent et de revenir en arrière sur tout ce qu'on a vécu aujourd'hui ensemble pendant cette journée. Alors je rappelle quelques chiffres. Les émissions de carbone liées à la construction dans les travaux publics, c'est 60% liés aux matériaux, 25% liés à l'énergie et 15% c'est le reste. Vous avez pu voir aujourd'hui qu'on a les solutions. On a des solutions sur les énergies, on a des solutions sur les matériaux, on a les solutions. Mais même si on a ces solutions, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour pouvoir réussir. La première de ces conditions, c'est la formation. Il faut former nos collaborateurs aux métiers nouveaux qui permettent d'utiliser ces matériaux, à la sobriété, au recyclage, etc. C'est vrai pour nos collaborateurs, c'est vrai également pour les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Parce que globalement, ce que nous développons comme métier, comme technologie, nos maîtres d'œuvre, nos maîtres d'ouvrage doivent aussi les maîtriser pour pouvoir les utiliser et les demander à nos entreprises. Il y a un sujet sur les normes, qui est la deuxième condition. En France, nous avons trop de normes. Les normes, beaucoup de normes qui complexifient à l'excès les choses et qui empêchent de décarboner de façon efficace, parce que plus le monde est complexe, plus l'évolution dans ce monde est difficile. Donc il y a certainement un grand nombre de normes à supprimer. Il y a également des normes qui sont obsolètes, parce qu'elles ne correspondent plus aux techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Mais à contrario, il faut probablement créer un certain nombre de normes qui correspondent aux matériaux nouveaux que nous avons développés, aux techniques nouvelles que nous avons développées. Le troisième sujet, et c'est probablement le plus important, c'est que vous avez bien compris que toutes les techniques qu'on développe, les matériaux qu'on utilise, nécessitent de s'inscrire dans une stratégie à long terme dont les enjeux sont lourds. À long terme, parce que ça prend du temps, c'est pas immédiat. Et les enjeux sont lourds parce que les investissements, aussi bien en termes de choix technologiques, de formation ou d'investissement financier, sont importants. Et pour pouvoir bâtir une stratégie à long terme, il y a des conditions qui sont indispensables. La première, c'est la stabilité. On ne peut pas bâtir sur du long terme si on n'est pas stable. La deuxième, c'est la cohérence technique. On doit avoir une vision partagée. Et quand j'écoute ADP, qui est tout à fait admirable dans ses choix environnementaux, parce que la note environnementale est de 40%, et que je compare la plupart des donneurs d'ordre publics pour qui la moins-disance est la règle, on comprend qu'il est difficile pour une entreprise de bâtir une stratégie là-dessus. La troisième, c'est la cohérence territoriale. Je connais beaucoup de petites entreprises
qui ont des clients dans le même département ou dans la même région. Et ces clients font des choix différents en matière de technique. Et on comprend bien qu'il est très difficile de bâtir une stratégie dans ce contexte-là. Et ces trois conditions, stabilité, cohérence technique, cohérence territoriale, ce n'est pas les qualités premières de la commande publique. Je suis un peu dur de dire ça comme ça, mais ce n'est pas les qualités premières. Donc c'est la raison pour laquelle vous vous êtes dit, on va les aider, on va mettre notre pierre à l'édifice et leur donner des outils dans la boîte à outils. Alors, pour arriver à donner de la cohérence, à donner de la stabilité, il y a une condition indispensable. Elle n'est pas suffisante, mais elle est indispensable, c'est d'objectiver les choix. Objectiver les choix. Le choix du moins 10 ans, il est facile parce que qu'on compare deux montants, on voit très vite qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Ça, c'est facile. Comparer deux offres techniques, c'est beaucoup plus difficile. Comment on fait pour l'objectiver? Et donc, on a essayé de travailler là-dessus, et on a fait ces deux outils. Le référentiel, qui permet d'éclairer les donneurs d'ordre sur les choix techniques en matière de matériaux, en prenant en compte les aspects de durabilité, en prenant en compte les aspects de souveraineté, d'où viennent ces matériaux, en prenant en compte les aspects de recyclabilité, mais également en prenant en compte les aspects de maintenance. Il faut tout ça pour... matériaux, c'est pas simplement quelque chose qui bouche un trou, c'est quelque chose qui va être utilisé pendant très longtemps. Donc c'est pas simple. Et puis on a pensé à un éco-comparateur qui originellement était fait uniquement pour les travaux routiers, mais qui maintenant est utilisable pour la quasi-totalité des métiers des travaux publics, qui permet de comparer différentes solutions techniques, ce qu'on appelle des variantes, en termes d'émissions de CO2. Et j'ai tendance à dire que pour être complet et pour permettre l'objectivation de la qualité des solutions, il faudrait rajouter, mais ça c'est pas notre ressort, un prix de la tonne carbone évitée, de façon à permettre la comparaison effective des offres. Valérie, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la construction, si vous le voulez bien, d'abord peut-être du référentiel. Comment est-ce qu'on l'a pensé, qu'on s'est mis à la place effectivement de ceux qui pour l'instant ont un peu du mal à respecter tout ça et qui choisissent effectivement le moins 10 ans, et on s'est dit comment est-ce que je peux les inciter? Oui, alors Xavier rappelait à juste titre que l'acte de construire dans les TP, les émissions de gaz à effet de serre à 60%, ce sont les matériaux. Donc on a pris la liste des matériaux les plus carbonés qui entrent dans ce qu'on appelle le scope 3 amont d'une entreprise de TP moyenne. C'est quoi? Béton, bitume, acier, enrobé, granulat, chaux, aluminium, ce sont toujours les mêmes. Et puis pour ces matériaux, parfois, on a des variantes bas carbone possibles pour certains usages, pas pour tous les usages. Puis on s'est rendu compte que les opérateurs de la commande publique étaient un petit peu parfois dubitatifs devant les appellations, ou au contraire pouvaient avoir l'impression de s'être fait avoir par une tentative de greenwashing. Donc on a essayé de jouer carte sur table, on a pris ces matériaux, on en analyse le parcours de la matière, depuis la matière première en passant par tous les stades de transformation, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que l'Union européenne est assez désindustrialisée et que beaucoup de matériaux proviennent de pays, voire de groupes de pays qui ne sont pas forcément en plus des pays amis, dans un contexte géopolitique assez tendu. Et puis, on s'est posé la question aussi de ce qu'était une variante bas carbone. Par exemple, c'est quoi la variante bas carbone de la chaux? En fait, la chaux, la seule variante bas carbone possible, c'est le fait qu'on chauffe les fours à 1000 degrés avec une énergie décarbonée, ou qu'on capte le carbone en sortie de four. Mais ça, il faut l'expliquer. Donc, on a pris les 10 matériaux les plus carbonés, on explique les modes de fabrication, le parcours de la matière, les variantes bas carbone déjà sur le marché pour un certain nombre d'usages, les perspectives aussi d'innovation, et puis la problématique de la souveraineté qui est malheureusement de nos jours de plus en plus prégnante. Ça, c'est pour le référentiel. Oui. Si on détaille un peu plus le logiciel CEF-TP. Alors le logiciel CEF, c'est différent, c'est totalement complémentaire. Le référentiel, vous l'avez vu, c'est expliquer
l'intérêt de tel ou tel matériau pour tel ou tel usage ou de sa variante bas carbone pour tel ou tel usage. Sève est un logiciel qui a initialement été développé par les routiers depuis à peu près 2010 et qui depuis 2022 est élargi à l'ensemble des 17 métiers des travaux publics. L'objectif, c'est d'être en capacité de chiffrer en carbone une offre et de proposer une variante pour que le client ait un langage commun avec nous et soit en capacité de comprendre où le carbone a été évité. C'est-à-dire que vous avez votre offre avec les poches de carbone, le total, et puis la variante moins carbonée. Pourquoi est-ce que c'est moins carboné? Où est-ce qu'on est allé chercher le carbone? Donc c'est vraiment l'apport d'une preuve, la création d'un langage commun avec le client, je le disais. C'est vraiment une culture commune du carbone qu'on cherche à établir pour promouvoir les variantes écologiques dont on a vu tout au long de la journée qu'aujourd'hui elles existent dans les entreprises de TP, mais il faut le faire comprendre à des clients qui ne sont pas toujours en capacité immédiate de le faire. Alors, c'est aussi, et ma question s'adresse à tous les deux, finalement, la manière de montrer, vous l'avez dit, l'engagement de la filière, montrer que cet engagement, il est réel et il est mesurable, hein, qu'on n'est pas effectivement dans ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir du greenwashing. Mais c'est aussi le message à faire passer. On peut embarquer nos collaborateurs, on peut embarquer nos entreprises, mais il faut aussi qu'on embarque les donneurs d'ordre. Et donc, c'est le moyen de vous faire venir avec nous, quoi, vous, collectivités, par exemple. On fait un métier, dans la plupart des métiers de l'industrie, je vais prendre l'automobile par exemple, un constructeur automobile, il propose une gamme de voitures, et puis le client, il va acheter la voiture qui lui plaît dans la gamme de voitures, si elle lui plaît. Nous, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est qu'on va construire l'ouvrage qu'un maître d'ouvrage nous a demandé de construire. Et le maître d'ouvrage aura défini l'ouvrage qu'il a envie de construire, la façon dont il va être construit. Et parfois, c'est extrêmement précis. Et donc, on voit bien que nous, on ne peut pas décarboner notre industrie si on n'embarque pas, comme vous l'avez dit, tous nos collaborateurs. Ça, c'est notre métier et on est parti pour le faire. On a ce qu'il faut en formation. Mais également la maîtrise d'ouvrage. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'il faut une même grille de lecture. Et c'est là qu'il faut une même grille de lecture. Et j'ai parlé de normes. J'ai dit qu'il fallait éliminer probablement des normes qui sont redondantes, des normes qui sont trop complexes, des normes qui nous empêchent de travailler, des normes qui nous empêchent de décarboner. Mais s'il y a une norme qu'il fallait créer en priorité, c'est la norme qui donne de la cohérence et de la durée à la commande publique. Parce que cette cohérence et cette durée sont indispensables si on a envie de bâtir les stratégies de décarbonation de nos entreprises. Quels sont les sujets, Valérie, qu'il vous semble prioritaire d'adresser aujourd'hui, en ayant entendu tout au long de la journée les innovations fleurir, les volontés s'exprimer, vous qui êtes au quotidien dans ces sujets-là? Moi, je pense qu'il faut libérer l'intelligence collective. C'est-à-dire que si on arrive, comme l'a expliqué Xavier, à avoir une commande publique, on dépend dans les travaux publics quand même à 70% de la commande publique. Hein. Donc avoir une commande publique réellement appétante, avec des critères bien pondérés pour la partie environnementale, en distinguant climat, carbone, biodiversité, économie circulaire, ça va mettre en marche les entreprises. Moi, j'ai une assez grande confiance, et c'est pas de l'optimisme, hein, c'est malheureusement une longue expérience, mais j'ai quand même une grande confiance. Les entreprises, elles sont là pour gagner des marchés. Si les règles du jeu sont claires pour tout le monde, et qu'on a des outils reconnus pour apporter la preuve de la mieux-disance environnementale, les entreprises, elles vont s'en servir. Personne n'a envie de se voir privé des marchés les plus attractifs parce qu'on n'a pas pris le bon outil ou parce qu'on n'a pas cru que le client était vraiment appétant. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus appétents. Et puis même la commande publique à partir de 2026, vous le savez, c'est dans la loi climat et résilience, il y aura obligatoirement des schémas promotionnels des achats socialement et environnementalement responsables qui font que même des collectivités qui n'étaient pas spécialement appétentes pour l'écologie seront obligées d'intégrer des critères environnementaux dans les appels d'offres. Donc moi, je pense que nos ingénieurs, vous avez vu tout à l'heure avec Romain Clouzot, pendant toutes leurs études, on leur a appris
à être innovants, créatifs, et puis on va les chercher à la sortie de l'école, on prend les meilleurs, et puis après on les met dans l'entreprise, et il faudrait qu'ils aient des œillères qui répondent à des appels d'offres business as usual, pas intéressant. Non, moi je pense que si on les laisse galoper, avec une commande publique qui leur ouvre grand les portes de la créativité bas carbone, de l'innovation écologique, ils y arriveront. Oui, et puis vous avez des outils aussi en interne pour justement les faire venir et les faire travailler à vos côtés sur ces sujets. Je pense aux écoles notamment. On a plein d'outils de formation. Et moi, j'ai fait des formations d'entrepreneurs de travaux publics de toutes dimensions et dans toutes les régions. Et il y a une chose que je peux dire ici, mais vous l'avez vu pendant toute cette journée, c'est que je n'ai pas rencontré un entrepreneur qui soit climato-sceptique ou un entrepreneur qui ne soit décidé à rien faire en faveur du changement climatique. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés sont concernés par cette cause et ont envie de faire avancer la commande publique, la vie de leur entreprise dans la bonne direction, c'est-à-dire celle de la résorption du changement climatique. Comment on fait, Valérie, Xavier, pour, si on est un maître d'œuvre ou qu'on est effectivement du côté des collectivités, pour travailler avec ces outils que vous venez de mettre en place? On a vu dans le reportage que certains s'en sont déjà saisis. Oui. Alors aujourd'hui, on assure des formations, ça fait partie de notre travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de maîtres d'ouvrage publics qui veulent se saisir du logiciel SEV. C'est le seul qui existe aujourd'hui dans les travaux publics. Pour ceux qui sont du bâtiment, c'est l'équivalent de la base Ignies dans le bâtiment, sauf que Ignies ne vous permet pas de faire une éco-comparaison, alors que SEV vous permet de le faire. Donc aujourd'hui, on est même quasiment débordé par les demandes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dans la salle, ma collaboratrice là, qui recherche des formations et qui a un agenda hyper chargé. Donc moi, j'ai tendance à dire que ça bouge quand même et qu'avec l'arrivée des fameux spazers dont je parlais tout à l'heure, qui sont issus de la loi climat et résilience, ça va bouger encore davantage. Et last but not least, excusez-moi, j'ai oublié de le dire et c'est important que notre public l'entende, la puissance publique, par l'intermédiaire du ministre Christophe Béchu, le 4 avril, a accepté d'homologuer l'outil SEV. Et ça, c'est important aussi parce que ça prouve que ce n'est pas un outil fait par les travaux publics de manière partiale. On est bien dans une approche scientifique, neutre et sachante du sujet. Xavier, je vais vous laisser quasiment le mot de la fin, si vous le voulez bien. Savoir quels sont les objectifs, les steps suivants que vous vous fixez. Je crois que le président de la FNTP disait au début de son mandat, il faut accélérer face à l'urgence de la situation. C'est ce que vous nous avez prouvé, vous le faites? Les objectifs, c'est très simple, c'est la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, la voie est tracée, si j'ose dire. C'est obtenir une source d'énergie décarbonée, ce qui correspond aux 25% d'émissions carbone liées à l'énergie. Pour ça, il faut travailler avec l'État et constituer des groupes de travail offre, c'est-à-dire quelle est la possibilité de disposer de biocarburants pour nos machines, et demande quels sont nos besoins de biocarburants, de façon à permettre aux acteurs de la filière énergétique d'avoir une visibilité qui leur permet d'investir ce qu'il faut investir pour constituer cette filière. C'est des matériaux décarbonés et on en a parlé avec Valérie et le référentiel est là. Ces matériaux, il faut les promouvoir, il faut adapter les normes qui ne sont plus adaptées et probablement créer de nouvelles normes qui permettent d'utiliser ceux de ces matériaux qui sont nouveaux. Et puis il faut continuer à développer et à travailler sur d'autres possibilités de matériaux parce qu'il n'y a pas, comment dire, ce qu'on fabrique c'est un mur. Il y a plusieurs briques. Et aucune brique ne permet de constituer un mur, mais chacune de ces briques est importante pour constituer le mur. Donc il n'y a pas de solution universelle, il n'y a qu'une somme de solutions qu'on peut développer. Donc promouvoir les matériaux, avoir un outil de mesure fiable bâti sur des outils partagés que tout le monde utilise parce qu'ils permettent d'avoir une vision commune et cohérente et stable dans le temps. Et puis, comment dire, cette norme que j'appelle de mes voeux sur une vision commune et partagée de la commande publique avec objectif de décarboner les ouvrages que nous construisons, ça me semble quelque chose de tout à fait prioritaire pour permettre à nos entreprises de bâtir leur stratégie sur le long terme. La journée des innovations s'achève.
le thème suivant pour la FNTP, si on ouvre un petit peu, si on regarde devant, vous avez déjà une idée? Vous avez commencé à plancher sur la thématique suivante? Vous savez déjà ce que sera l'avenir? Alors, on n'en a pas parlé encore, donc je vais donner mon idée personnelle, mais avec la réserve que c'est une idée qui n'est pas partagée. Non, j'aimerais beaucoup travailler. Il y a un sujet qui est fondamental, qui est la maintenance des ouvrages. Et la maintenance des ouvrages, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine parce que le climat change. Et vous savez, le ministre de la Transition écologique, il dit il faut s'habituer à vivre dans un monde qui peut être 4 degrés plus chaud que le monde dans lequel on vit. Il faut savoir que la maintenance des ouvrages et leur résilience dans un monde 4 degrés plus chaud n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenir autrement et il va falloir probablement transformer un peu les ouvrages pour leur permettre de résister à ce changement climatique. Donc la maintenance va devenir un véritable enjeu et on a vu tout à l'heure dans une table ronde que la maintenance, ça permet d'éviter de refaire des ouvrages qui en soi est beaucoup plus émetteur de carbone que la simple maintenance. Donc c'est un enjeu clé aussi la maintenance. C'est un enjeu de sobriété. Ma grand-mère, elle préférait repriser les vêtements plutôt que d'en acheter des nouveaux. Aujourd'hui, on a le fast fashion. C'est quelque chose d'absolument désastreux en termes environnementaux. Elle préférait ressemeler ses chaussures, comme l'a dit Julie Debrux tout à l'heure, plutôt que de racheter une paire de chaussures. Il faut faire la même chose avec nos routes et nos ouvrages d'art. Bon. Mais dans un contexte qui est compliqué. On y revient, vous avez vu, on y revient. Et là, il y a un outil dont on a besoin qui s'appelle le jumeau numérique. Et on l'a vu avec Minerve tout à l'heure, qui permet d'optimiser la maintenance des ouvrages, d'optimiser le cycle de vie des ouvrages dans la durée, de la phase de conception jusqu'à la phase d'exploitation, et tout en tenant compte des enjeux de résilience et de résistance au changement climatique, qui est un sujet extrêmement compliqué parce que vous ne savez pas comment ça va évoluer. Enfin, on le sait un peu, mais pas très bien, c'est pas objectivé. Et donc ça, il y a un outil qui s'appelle le jumeau numérique que SNCF a présenté tout à l'heure. Et je pense que nous devons disposer de jumeaux numériques pour l'ensemble des ouvrages de travaux publics. Et si je devais présenter au comité qui aura statué sur l'ordre du jour de la prochaine journée des innovations, ma proposition sera de parler du jumeau numérique. Un jumeau numérique qui intègre les caractéristiques techniques de l'ouvrage, qui intègre le calcul du cycle de vie de l'ouvrage, qui intègre des outils comme SEV pour comparer les différentes solutions possibles, mais qui intègre également la connaissance de l'évolution climatique des ouvrages. Finalement, ça permettra de cocher plusieurs cases. Exactement. D'une certaine manière et de revenir à ces fameuses innovations dont on a parlé tout au long de la journée. Merci beaucoup, Xavier Nagevender, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à vous, Valérie David, également.